Dans l'exercice numéro 3 du TD de chimie 8, on étudie une réaction et on vous propose un mécanisme réactionnel en 6 étapes associé à cette réaction. Donc il faut bien distinguer la réaction qu'on étudie, qui indique avec un bilan macroscopique ce dont on part comme réactif et ce qu'on obtient comme produit, du mécanisme réactionnel en 6 étapes, qui indique microscopiquement parlant ce qui se passe. La première question qu'on vous demandait, c'était d'identifier les intermédiaires réactionnels et de montrer qu'on pouvait retrouver l'équation de la réaction, c'est-à-dire cette équation-là, à partir du mécanisme, c'est parti, c'est-à-dire à partir des 6 actes élémentaires indiqués ici. Donc, définition d'un intermédiaire réactionnel pour pouvoir les identifier dans le mécanisme, ce sont des espèces qui sont formées lors d'un ou plusieurs actes élémentaires mais qui sont consommés lors d'un ou plusieurs autres, et surtout qui ne doivent pas apparaître dans l'équation de la réaction. C'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme étant des intermédiaires réactionnels, ça ne pourra pas être BRO3-, ça ne pourra pas être I-, ça ne pourra pas être H3O+, ni I3-, ni Br-, ni H2O. Donc il faut essayer de repérer dans les 6 étapes qui sont proposées ici des espèces autres que celles que j'ai citées et qui sont formées par un acte détruites par un autre. Donc c'est le cas de H2BRO3+, qui est formé par l'acte 1 et qui est détruit par l'acte 2. C'est également le cas de IBRO2 qui est formé par l'acte 2 et qui est détruit par l'acte 3. C'est également le cas de BRO2- qui est fabriqué par l'acte 3 et qui va être détruit par l'acte 4. Ça va être le cas également de BRO- fabriqué par l'acte 4 et détruit par l'acte 5. Et ça va être le cas également de I2 qui, lui, n'apparaît effectivement pas dans le bilan, mais qui est formé et par l'acte 3, et par l'acte 4, et par l'acte 5, mais qui va être détruit par l'acte 6. Donc on a finalement 5 intermédiaires actionnels qui sont ceux indiqués ici, H2BRO3+, IBRO2, BRO2-, BRO- et I2. Concernant la fin de la question 1, vous disiez montrer qu'on peut retrouver l'équation de la réaction à partir du mécanisme. Quand on a donc un mécanisme réactionnel tel que celui-ci, qu'on appelle un mécanisme réactionnel par stade, eh bien on peut effectivement retrouver l'équation de la réaction qu'il y a ici en faisant une combinaison linéaire des actes élémentaires associés au mécanisme réactionnel. Donc on voit que l'acte 1 ne va intervenir qu'une seule fois, puisque l'acte 1, c'est le seul acte qui fait intervenir BRO3-, et BRO3-, il n'y en a qu'un seul dans l'équation de la réaction. Après, voilà, il faut se focaliser sur certaines espèces chimiques, et notamment, on sait que les intermédiaires actionnels doivent disparaître, hein, puisqu'ils ne doivent pas apparaître dans le bilan de la réaction. Donc peut-être que si on se focalise sur les intermédiaires réactionnels, vous voyez, H2BRO3+ est créé et il est détruit ici, ce qui fait qu'il n'apparaîtra pas dans le bilan. IBRO2, même principe, créé puis détruit, donc n'apparaîtra pas dans le bilan. Concernant BRO2-, celui-ci est créé ici, détruit ici, donc ces actes élémentaires, effectivement, on va les faire intervenir qu'une seule fois. En revanche, on voit que ici, on a du I2, on n'a qu'un seul I2 qui est détruit, alors que du I2, il y en a un qui est créé ici, il y en a un qui est créé ici et un autre qui est créé ici. Donc, si on laisse 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 comme acte élémentaire, ces molécules de diode ne vont pas se simplifier. J'aurai deux molécules de diode qui seront en tant que produit, puisque là j'en ai trois en tant que produit, un en tant que réactif. Donc on se rend compte que finalement, il faut, pour pouvoir avoir trois diodes consommées, puisqu'il y a trois molécules de diode qui sont formées, il va s'agir de multiplier par 3 l'acte élémentaire numéro 6. De cette manière, j'aurai trois molécules de diode consommées pour trois molécules de diode formées. Et ça va donc faire disparaître cet intermédiaire actionnel. Et en plus, ça aura l'avantage, vous voyez, de faire apparaître du coup trois molécules, trois ions plutôt I3-, ce qui est bien le cas dans le bilan. Ici, on a 3 fois I3-. Donc on constate que finalement, on va additionner simplement les actes élémentaires 1, 2, 3, 4, 5, mais on va additionner à ça 3 fois l'acte élémentaire numéro 6. On verra qu'effectivement, ça donne complètement le bilan ici. On peut regarder d'ailleurs concernant une autre espèce, I-. I-, j'ai un I- ici, un autre I- ici, deux autres I- ici, deux autres I- ici, j'en ai déjà un, 2, 3, 4, 5, 6. Si je multiplie par 3 l'acte 6, j'aurai 3 I- de plus, donc ça fera en tout 9 I- comme dans le bilan de la réaction.
Voilà, après on pourrait prendre tout un tas d'exemples. Donc c'est ce que je ne l'ai pas mentionné ici du coup, donc ça vous pouvez le rajouter ici. Donc pour avoir l'équation de la réaction, donc comme je l'ai dit oralement, eh bien il faut faire l'acte 1 plus l'acte 2 plus l'acte 3 plus l'acte 4 plus l'acte 5 plus 3 fois l'acte 6. Établir l'expression dans la deuxième question de la vitesse volumique de réaction pour la réaction étudiée en fonction des concentrations molaires des réactifs et ou des produits de la réaction. Donc, on veut une expression de la vitesse volumique de réaction en fonction donc de BRO3-, I-, H3O+, I3-, Br-, H2O. Comme on l'a déjà vu, effectivement, on ne veut pas que les intermédiaires réactionnels apparaissent dans l'expression de la vitesse volumique de réaction. Donc, quand on a ce genre de questions, on essaye d'utiliser les approximations qu'il y a dans le cours, soit l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante, soit l'approximation du prééquilibre rapide. On essaye toujours de commencer par l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante qui donne une relation relativement simple. L'approximation de l'étape cinétiquement déterminante consiste à dire que la vitesse de la réaction s'identifie à la vitesse de l'acte élémentaire le plus lent parmi ceux du mécanisme réactionnel. Or, on vous dit que l'acte 1 est un équilibre rapide, tout comme l'acte 3, tout comme l'acte 4, l'acte 5 et l'acte 6, alors que l'acte 2 est une étape lente. La seule qui est qualifiée de lente, c'est l'étape numéro 2. Je peux donc en déduire que la vitesse de réaction est égale à la vitesse de l'acte numéro 2. C'est ce que j'ai mentionné ici. D'après l'AECD, la vitesse volumique de la réaction est égale à la vitesse de l'acte élémentaire le plus lent, c'est-à-dire l'acte 2. Est-ce qu'on sait exprimer la vitesse de l'acte 2? On sait exprimer la vitesse en fait de n'importe quel acte élémentaire d'après la loi de Van 't Hoff. La vitesse d'un acte élémentaire est du style constante de vitesse multipliée par concentration des réactifs, multipliée entre elles avec chacune un exposant qui est le coefficient stoichiométrique du réactif. C'est-à-dire que pour l'acte 2, la vitesse de l'acte 2, eh bien c'est K2 multiplié par concentration de H2BRO3+ à la puissance 1 puisqu'il y a un coefficient stoichiométrique 1, multiplié par concentration de I- à la puissance 1 puisqu'il y a également un coefficient 1 pour I-. Donc c'est ce que je vous ai mentionné ici. Mais cette expression, pour moi, n'est pas satisfaisante, cette expression de la vitesse volumique de réaction, car elle fait apparaître, ce que j'ai mis en bleu ici, H2BRO3+, qui est un intermédiaire réactionnel. Or, comme précisé ici, seules les concentrations molaires des réactifs et des produits doivent apparaître dans la loi de vitesse définitive. Il va donc falloir s'arranger pour exprimer la concentration de H2BRO3+ autrement. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On utilise l'autre approximation du cours qui est l'approximation du prééquilibre rapide. Qu'est-ce que c'est que l'approximation du prééquilibre rapide? Il faut identifier dans le mécanisme réactionnel ce qui pourrait être un équilibre. Alors on a un équilibre ici et on a un équilibre ici qui sont d'ailleurs qualifiés de rapides, mais cet équilibre doit précéder un acte élémentaire qui est plus lent. C'est le cas pour l'acte élémentaire numéro 1 qui précède l'acte 2 qui est une étape lente. Donc l'acte 1 pour moi est bien un prééquilibre rapide. En quoi consiste le prééquilibre rapide? Cette approximation, elle consiste à dire que la vitesse de l'acte 1 dans le sens direct est la même que la vitesse de l'acte 1 dans le sens indirect, ce que je vous ai mentionné ici. D'après l'approximation du prééquilibre rapide, l'équilibre 1 étant un prééquilibre rapide, la vitesse de l'acte 1 dans le sens direct est égale à la vitesse de l'acte 1 dans le sens indirect. Je vous ai mis ici l'équation associée à l'acte 1. Quelle est la vitesse de l'acte 1 dans le sens direct? Toujours la loi de Van 't Hoff, c'est la constante de vitesse multipliée par la concentration de BRO3- à la puissance 1 multipliée par la concentration d'H3O+ à la puissance 2 à cause du coefficient stoichiométrique. Quelle est la vitesse de l'acte 1 dans le sens indirect? Eh bien, c'est la concentration de H2BRO3+ à la puissance 1 multipliée par la concentration de H2O au carré multipliée par la constante de vitesse dans le sens indirect qui est notée K-1. Donc c'est ce que je vous ai mentionné ici. Ça, c'est la vitesse de l'acte 1 dans le sens indirect. Ça, c'est la vitesse de l'acte 1 dans le sens direct. En quoi ça me permet d'arranger l'expression précédente? Je vous rappelle que le but était qu'il n'y ait plus ce H2BRO3+ dans l'expression. Eh bien, ce H2BRO3+, je le retrouve ici. Donc, je vais pouvoir l'isoler dans la relation que je viens d'établir. H2BRO3+ va être donné par cette relation qui est mentionnée donc ici. Donc, H2BRO3+ est égal à K1BRO3- fois H3O+ au carré divisé par K-1 multiplié par H2O au carré.
Et donc, cette expression de H2BRO3+, je peux la remplacer dans la première expression que j'avais pour la vitesse volumique, ce qui fait que j'ai une expression du type K2 fois, voilà, tout ça c'est H2BRO3+, fois I-. Et dans cette expression, comme demandé, il n'y a que des constantes de vitesse et les seules concentrations qui apparaissent sont des concentrations d'espèces qui sont soit des réactifs, soit des produits de la réaction globale, cette réaction-là. Donc là, la loi de vitesse que j'obtiens, pour moi, est satisfaisante. Question numéro 3, on vous demandait, cette réaction admet-elle un ordre? Une réaction admet un ordre si elle est du style une constante de vitesse fois concentration des réactifs multipliée entre elles avec des puissances, des ordres partiels. C'est-à-dire que ici, je considérais que cette réaction admet un ordre si elle est si la loi de vitesse qui lui est associée est du style K fois concentration de BRO3- avec une puissance fois concentration de I- avec une puissance fois concentration de H3O+ avec une puissance. Les seules espèces qui ont le droit d'intervenir, si on veut que la réaction admette un ordre, ce sont les réactifs BRO3-, I-, H3O+. Or, à ce stade, j'ai BRO3-, H3O+, alors j'ai I- aussi d'ailleurs, mais j'ai aussi H2O. Or, H2O n'est pas un réactif. H2O est un produit. Cependant, H2O, donc, on pourrait dire qu'elle n'admet pas d'ordre, mais H2O, pour moi, est le solvant, puisque si vous regardez bien, l'équation est écrite, c'est une réaction qui a lieu en phase aqueuse, en solution aqueuse. Voyez? Donc H2O est en large excès, très très grande quantité. Donc même s'il se forme H2O dans la réaction, je peux considérer qu'H2O c'est le solvant, donc que sa quantité reste constante parce qu'elle est en très très grande quantité. Donc si H2O, je le considère comme étant constant, qu'est-ce que je peux considérer comme constant dans cette loi de vitesse? K2, K1, K-1, H2O. Donc je peux regrouper dans une unique constante K2, K1, K-1, H2O carré. Tout ça, c'est constant. Et donc, finalement, ma loi de vitesse se résume à une loi de vitesse de ce type-là, où il n'y a que les réactifs, BRO3-, H3O+, et I-. Donc, je peux considérer que ma réaction admet un ordre global qui vaut la somme des ordres partiels. Là, j'ai un ordre partiel 1 pour BRO3-, un ordre partiel 2 pour H3O+, un ordre partiel 1 pour I-. J'additionne les ordres partiels, 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Donc, cette réaction admet un ordre, en l'occurrence ici un ordre global égal à 4. Enfin, question 4. Les ions H3O+ peuvent-ils être considérés comme un catalyseur de la réaction? Bah, les ions H3O+ interviennent en tant que réactifs. Un catalyseur ne doit pas apparaître dans le bilan de la réaction, donc rien qu'à cause de ça, H3O+ ne peut pas apparaître ne peut pas être considéré comme un catalyseur de la réaction. C'est ce que je vous ai mentionné ici. Bien que finalement, H3O+, plus H3O+ est important, vous voyez, plus la concentration H3O+ est importante, d'après la loi de vitesse que j'ai obtenue ici, plus H3O+ est important, plus H3O+ est important, plus la vitesse sera importante. Donc H3O+ est une espèce qui fait augmenter la vitesse de la réaction, mais c'est pas pour autant que c'est un catalyseur. Un catalyseur, par définition, effectivement, oui, ça permet d'augmenter la vitesse de la réaction, mais ça ne doit pas apparaître dans le bilan. Ce n'est pas le cas d'H3O+. Donc H3O+ ne peut pas être considéré comme un catalyseur.